Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. Bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce lundi matin pour aborder ce 8e Future Up consacré aujourd'hui aux nouveaux indicateurs d'une économie souhaitable. Alors vous le savez, on a décidé de placer ces Future Up sous la devise de l'optimisme de combat. Pourquoi optimiste de combat? Puisque nous pensons chez Kea qu'il y a des voies, des chemins pour aller vers une transition, vers une économie souhaitable, plus soutenable et de combat parce que nous savons que ce chemin va être complexe et qu'il faut commencer à se doter des bons outils, des bonnes manières de penser pour espérer atteindre ces transitions. Nos camarades ont déjà illustré au cours de ces différents webinars les approches que pouvait prendre cette économie souhaitable, que ce soit sur des sujets de gouvernance, des sujets de prospective ou en explorant des secteurs comme l'industrie, la finance ou l'économie circulaire. Et en bon consultant, nous allons traiter aujourd'hui de la question des KPI et des indicateurs de performance. Alors, pourquoi finalement faire une session dédiée aux indicateurs, à la performance dans ce cycle de conférences? Eh bien, c'est parce que nous avons la conviction que ces transitions ne pourront fonctionner que si on se dote des outils pour quantifier, pour évaluer nos efforts et nos impacts. Ça se joue à deux niveaux. Le premier, c'est mesurer que l'on va dans la bonne direction, ou du moins qu'on arrête d'aller dans la mauvaise direction. Et le second, c'est de vérifier que les efforts sont au bon niveau, ce qui est au moins aussi difficile finalement que d'aller dans la bonne direction. On a une actualité assez riche aujourd'hui autour de ces indicateurs de performance. Alors il y a eu tous les débats de ces dernières années autour des KPI et du reporting extra-financier sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais même au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup d'échanges au niveau européen sur les aspects de CSRD, de taxonomie verte, de finances durables, et on voit que c'est une actualité qui est de plus en plus présente finalement. Le but de ce séminaire aujourd'hui, c'est de rêver un peu, puisque même les consultants et les amateurs de KPI ont le droit de rêver à ce que sera la situation en 2040 et d'imaginer quels seront ces indicateurs, comment les utiliser, comment les piloter. Pour ce faire, on répondra finalement à deux questions. D'une part, quels enjeux de construction, de méthodologie, de données pour créer ces indicateurs, et d'autre part, comment les utiliser pour que véritablement ils soient des moteurs de l'action. Le but, c'est bien d'avoir des indicateurs qui demain favoriseront les transitions et pas uniquement des indicateurs qui ne serviraient que pour du reporting extra-financier. Donc c'est avec ces deux cibles en tête que nous allons travailler, et pour ce faire, eh bien, nous avons aussi décidé d'hybrider les compétences dans une expression chère à Kea autour de la table, avec d'une part Valérie Raoul-Desprez. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes Executive VP chez Dassault Systèmes et en charge notamment des questions de finances soutenables. Merci beaucoup. Jérôme Julia, Senior Partner chez Kea, directeur de la Practice Service et président de l'Observatoire de l'immatériel. On reviendra notamment sur ces sujets d'immatériel qui sont une des problématiques au cœur de ces nouveaux indicateurs de performance. Et Yoram Boskadad, Senior Partner chez Ilios, spécialiste des questions de gouvernance et de performance, notamment dans les secteurs financiers. Et enfin moi-même, Arthur Soulti, directeur associé chez Veltis, le bras armé de Kea sur les questions de données. Et je reviendrai notamment sur comment construire ces fameux indicateurs, à la fois d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue données. Ce qu'on se propose de faire aujourd'hui, c'est finalement d'explorer ces différentes dimensions dans trois moments. Le premier, c'est de se dire, en 2040, dans un scénario idéal, dans un scénario optimiste, où on en est du point de vue de ces fameux indicateurs, quels indicateurs on doit suivre, et surtout, qu'est-ce qu'on doit en faire une fois qu'on les a mis en place. Le second temps, c'est bien de faire un peu une vision de la situation actuelle et de se dire, on a déjà beaucoup de choses qui sont en place, il y a déjà énormément de travaux qui ont été menés au cours des dernières années. Comment on peut s'appuyer sur ces éléments pour commencer à aller vers les indicateurs qu'on a imaginés en 2040. Et puis le dernier temps, c'est celui du chemin. Comment on passe de ces travaux qui sont déjà conséquents vers notre cible idéale, sans négliger toutes les difficultés
qui pourront se poser, mais en étant réellement dans une optique optimiste. Si je commence par le premier temps, ces indicateurs, quelle forme ils pourraient prendre? Alors, on a décidé un peu de ne pas faire une liste à l'après-vert. Il y a déjà beaucoup d'indicateurs qui existent, on ne va pas les passer tous en revue, mais je pense qu'on peut se dire qu'ils auront quelques grandes caractéristiques en 2040 et qui les rendent un tout petit peu différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Première caractéristique, c'est qu'on sera probablement sur un périmètre beaucoup plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur l'environnement, par exemple, on a beaucoup de choses autour du carbone. On peut se dire que demain, les 9 limites planétaires seront couverts par ces indicateurs et que ce sera un premier pas. Mais on aura aussi d'autres choses sur les aspects sociaux. Tout ce qui va être la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, va être demain un vrai sujet pour les entreprises. Tout ce qui va être autour de l'immatériel, Jérôme y reviendra dans un instant. Voilà, on aura un périmètre beaucoup plus large. Ça, c'est le premier point. Second point, c'est que finalement, ces indicateurs, ils vont dépasser le cadre de l'entreprise. On sait que tous ces enjeux-là, c'est des enjeux de filière, c'est des enjeux d'impact sur des territoires, sur des populations. Et donc, il va falloir raisonner avec des indicateurs qui ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. On a déjà des premiers exemples avec les scopes 1, 2 et 3 pour le carbone, mais ça va être le cas de beaucoup de ces nouveaux indicateurs. Le troisième point, c'est qu'il va falloir qu'ils soient modulables. Toutes les entreprises vont être confrontées à des défis communs, mais certaines entreprises vont avoir des sujets particuliers, qu'on pense aux sujets environnementaux. Toutes seront confrontées au carbone, mais on aura des sujets propres, l'azote, l'acidification des océans. Il va falloir adapter à chaque secteur, trouver les bons marqueurs pour chacun de ces secteurs. Le dernier point, de notre point de vue, et là c'est plus la casquette data scientist, c'est que finalement, ces indicateurs, il va falloir qu'on sorte simplement d'un reporting annuel, où on se contente de mesurer, d'une part pour avoir des choses beaucoup plus fréquentes. On sait qu'il y a un vrai sujet d'inertie. Quand on commence à mesurer les choses, parfois on est un peu en retard. Et donc c'est important d'avoir de l'information qui remonte plus vite. Et puis surtout, on va commencer à se projeter dans des exercices de prédiction, de mesures d'impact beaucoup plus fines qui vont permettre de guider l'action et de faire un certain nombre de choix. Donc voilà, de mon point de vue, c'est ces 4 grandes thématiques qui, en 2040, vont être importantes pour les indicateurs, des périmètres plus larges, des indicateurs qui vont dépasser le strict cadre de l'entreprise, et donc il va falloir avoir une vision filière, des indicateurs plus réactifs, plus puissants en termes de prédiction, et enfin des choses modulables. Alors là, c'est un peu la vision du data scientist. Si je me tourne vers vous, dans 20 ans, on aura déjà absorbé l'essentiel du travail normatif qui a été fait. Comment on se situera pour vous, du point de vue de la praticienne, sur ces sujets-là? Alors, si on rêve, 2040, je pense en effet, 17 ans de CSRD totalement maîtrisé. On peut se projeter dans un monde où la dichotomie entre performance financière et extra-financière sera digérée. On aura en effet pris en compte un certain nombre d'indicateurs plutôt physiques. On se sera reconnecté réellement au réel et on pourra faire le lien entre les critères physiques liés aux opérations, mais surtout à la chaîne de valeur et comment ces critères ou ces indicateurs opérationnels qui dépassent, comme vous l'avez dit, largement la chaîne des opérations et qui embarquent toute cette chaîne de valeur, comment ils viennent, je dirais, alimenter la réflexion économique. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Et puis, je pense que tous les éléments constitutifs du modèle d'affaires seront complètement revisités. Aujourd'hui, on est quand même dans des boîtes, au sens vraiment enfermé dans une lecture de la manière dont on fait le business. Et l'apport notamment de la CSRD, l'apport de la réflexion des impacts, le fameux inside out, permet réellement d'ouvrir le champ de la réflexion et de prendre des décisions beaucoup plus intelligentes que simplement par biais d'allocation financière et de ressources. Et c'est ce qu'on aura découvert, c'est que la discussion avec les opérationnels en interne, comme avec nos parties prenantes, sur des sujets qui ne sont pas simplement des sujets de prix ou de part de marché ou de croissance du revenu ou de niveau de marge ou de niveau de cash flow, se repositionner sur des sujets ancré dans le réel, va ouvrir une capacité à trouver des solutions aux problèmes, voire même relancer une réflexion stratégique
sur des problématiques pure business de façon très très différente. Et on l'a expérimenté en fait très vite, avant même en fait l'émergence de la CSRD. Si je peux prendre deux exemples, donc là il y a 17 ans puisque nous sommes en 2040. En tant que directrice financière, j'ai fait deux expériences sur deux indicateurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la crise russo-ukrainienne. Ça fait longtemps, elle a été résolue heureusement. Crise énergétique. Crise énergétique, le prix de l'énergie, notamment en France, flambe. La ministre de l'énergie de l'époque demande aux sociétés du CAC 40 de faire 15% d'économie d'énergie et d'annoncer un plan. J'étais directrice financière à l'époque et on s'est posé la question surtout de la marge. On a commencé par flamber de l'énergie, ça va commencer à peser combien de millions. Et puis à un moment donné, je commençais déjà à m'intéresser au sujet de développement durable et de carbone, et je suis en charge des achats aussi, donc c'était un élément important. On a commencé à réfléchir sur les leviers, les utilisations d'énergie. Et là, on s'est posé la question de la température. Et la température, c'est assez simple, hein, l'équation, 1 degré de baisse, 7% de consommation d'énergie. Donc on a décidé, mais ça s'est fait en une semaine, ce qui aurait pris, si on avait négocié un budget, des réductions, ça aurait pris 3 semaines, 1 mois. On a dit, on baisse de 2 degrés les températures dans les bureaux. 15%, 14% de consommation d'énergie et double objectif, baisse du carbone et baisse évidemment de la facture énergétique. Deuxième exemple, vous vous en rappelez aussi, pandémie, la grande démission dans les boîtes de tech, grosse pression, la RH un peu paniquée, on n'arrive pas à onboarder, on n'arrive pas à recruter. Et en fait, pareil, moi j'ai renversé un peu le sujet. C'était assez massif sur un certain nombre de rôles. On a vraiment regardé les taux d'attrition par fonction. Et en fait, j'ai découvert assez rapidement, j'ai demandé à mes contrôleurs de gestion de simuler quel serait l'impact business de perdre 20% des client exec aux États-Unis sur le compte de résultats et sur nos objectifs à 18 mois, puisque on a... Et donc, repartir sur ces indicateurs très opérationnels permettent de revisiter l'équation économique et de façon beaucoup plus intelligente. Merci beaucoup pour ces deux exemples. Jérôme, si je me tourne vers toi, alors en tant que président de l'Observatoire de l'immatériel, comment tu imagines le monde idéal en 2040 sur ces sujets-là ? Merci Arthur. On n'a pas de boule de cristal, mais 2040, alors peut-être quelques idées. En 2040, il est possible de mesurer beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont quantifiables et il suffit de s'y mettre. Ce qui remet d'ailleurs au centre du jeu la question de à quoi ça sert, une question politique et une question éthique. Parce que finalement, avec toutes ces technologies qui sont en développement aujourd'hui, ça rend accès à la donnée, à l'indicateur, de manière plus forte et à moindre coût. Et finalement, on en a déjà les prémices aujourd'hui. À titre d'exemple, il est possible de mesurer la vitalité ou l'entropie culturelle d'une organisation, ce qu'on pouvait imaginer comme très difficile il y a quelques années. Ou, autre exemple, est-ce qu'une vie humaine a un prix ? On pourrait considérer qu'il y a un problème moral derrière cette question, mais l'histoire, les économistes, les juristes et les actuaires nous disent que la réponse est oui, il y en a même plusieurs et depuis très longtemps. Donc vous avez en tête cette citation d'Albert Einstein qui est toujours vraie en 2040, c'est que tout ce qui peut se compter ne compte pas nécessairement et tout ce qui compte vraiment n'est parfois très difficile à compter. Et donc il y a en 2040 l'avènement d'une tendance qui est en place aujourd'hui, qui est la place des actifs immatériels. Alors en fait, ça veut dire mesurer ce qui est essentiel dans la création de valeur des organisations, dans la singularité, dans ce qui fait leur incomparabilité, l'attractivité des ressources. Ces actifs, vous en avez un échantillon sous les yeux avec des actifs humains, organisationnels et relationnels. Donc c'est tout ce qui fait la différence et qui est généralement pas suffisamment bien mesuré, en tout cas aujourd'hui en 2023, et qui n'est pas forcément retenu par les normes comptables, et pas forcément non plus bien manipulé par les managers et les dirigeants.
Des enquêtes et des études récurrentes au cours des dernières années, donc là je suis en 2023, au cours des dernières années, montrent que ces actifs, c'est l'essentiel de la création de valeur des organisations. Les chiffres vont entre 50 et 80% selon les sources, qui fait que la valeur d'une entreprise, sa création de valeur est autour de ça. Il y a une enquête qui est parue en 2021 de l'un de nos confrères grands cabinets anglo-saxons qui montre que les secteurs qui ont investi au cours des 25 dernières années sur leurs actifs immatériels ont des croissances qui sont de 30% supérieures aux autres. Il y a aussi une étude qui a été publiée en 2021, qui a été rédigée par Rodolphe Durand, sous l'égide de l'Observatoire de l'immatériel et de BPI-France, qui a été remis à Agnès Pannier-Runacher, qui était alors au ministère de l'Industrie, et qui montre les corrélations entre l'investissement dans l'immatériel et la croissance, la rentabilité, les l'EBITDA et les créations d'emplois. C'est une étude qui s'appelle « Investir dans l'immatériel dans l'industrie ». Donc c'est une enquête auprès d'ETI industriels avec des données INSEE et BPI-France. Donc en fait, on va vers un monde où cet immatériel a de plus en plus de place. Alors peut-être avec un compte de résultats et un bilan autour de l'immatériel, un compte de résultats et un bilan. Peut-être que tu peux le montrer, Arthur. Voilà, un compte de résultats à gauche qui tiendrait compte à la fois des coûts de transition et des efforts des entreprises nécessaires dans leur transition environnementale, mais également le surplus de valeur lié à l'investissement dans les matériels et le price premium que ça engendre. Et à droite, l'idée d'un bilan étendu qui non seulement comprend tous les actifs classiques de la comptabilité, y compris les stranded assets, ceux qui ont moins de valeur, mais aussi tous les actifs qu'on trouve à l'actif du bilan. Et le passif immatériel, ce sont en fait toutes les dettes que l'entreprise contracte avec ses porteurs d'actifs, qu'ils soient en interne dans l'entreprise ou à l'extérieur. Et on voit donc que cet immatériel, c'est une question de nouvelle équation de création et de partage de richesses, et donc de partage également du pouvoir et une certaine régénération du capital par le travail 150 ans après Karl Marx. Merci Jérôme. Alors si je me tourne vers Yoram, Valérie a déjà évoqué quelques exemples opérationnels de mise en action avec des gains rapides. Comment toi tu vois les choses en 2040 ? Comment on se met en action une fois qu'on a ces indicateurs ? Qu'est-ce qu'on en fait ? En 2040, on continue parce que les indicateurs, ça sert à prendre des décisions et on a des gouvernances autour de cette prise de décision. Donc je dirais ça n'a pas changé. On sait bien que mesurer pour mesurer et empiler des pages de rapport, ça ne sert à rien si ce n'est pas exploré, si ça ne sert pas à prendre des décisions. Alors je ne ferai pas de digression sur la prise de décision automatique, à laquelle je ne crois pas beaucoup, même si on peut aider les décisions. Et puis je voudrais redire que dans les indicateurs, il y a vraiment deux grandes dimensions. Il y a ceux qui aident à décider, ils sont rapides, ils ne sont pas toujours complètement exhaustifs à 100%, mais ils arrivent vite et ils donnent des éléments. Puis il y a des indicateurs qui permettent de contrôler la performance, et ceux-là, on est beaucoup plus exigeants sur leur traçabilité, leur auditabilité, les modèles qui sont sous-jacents. Mais redisons-le, un indicateur qui ne permet pas de prendre des décisions, qui n'est pas utilisé par un système de prise de décision et de gouvernance, ça ne sert à rien, et on doit, dès 2023 et en 2040 encore, à chaque fois se poser la question de nettoyer ce qu'on fait pour ne pas se tromper sur le volume. Donc ça informe les choix, ça permet les arbitrages. De plus en plus, en 2040, c'est des règles internes et c'est des règles externes. Vous avez parlé tous les trois de l'importance d'une vision étendue de l'entreprise. Et moi, je pense que ce qu'on aura résolu en 2040, après pas mal de combats et dans une vision optimiste, c'est la capacité à prendre des décisions multidimensionnelles. Les euros, c'est assez facile, ça s'additionne au numérateur, ça s'additionne au dénominateur. Quand on doit arbitrer entre une empreinte carbone, de la biodiversité, du bien-être social dans les communautés locales qu'on impacte, c'est beaucoup plus difficile. On peut, vous en reparlerez après, monétiser, on peut créer des scores, mais on sait bien que ça rend tentant de jouer l'indicateur plutôt que de jouer le fond, et revenir au système physique, revenir aux différentes dimensions, et créer un système de prise de décision qui permet de confronter et de décider, c'est essentiel. Et là-dessus, moi j'ai une conviction, c'est qu'on va y arriver à la fois avec une partie hard, la data,
des chiffres, des modèles, des façons d'exprimer les données, mais aussi avec une partie plus douce, plus soft, autour des sciences cognitives, de la compréhension des biais, de la compréhension comment un collectif prend des décisions, comment on peut compenser certaines choses et pas d'autres. Si on fait du travail forcé quelque part, quelle que soit la taille, il n'y a pas de seuil de matérialité. Ce n'est pas acceptable et ça contamine toute une chaîne de consolidation. A contrario, peut-être qu'à un endroit on peut compenser, à un endroit on peut régénérer, à un autre endroit on peut consommer un petit peu parce qu'on sait peut-être qu'en 2040 on ne sait toujours pas fabriquer du ciment et couler du béton sans émettre un peu de carbone. Donc c'est important qu'il y ait des indicateurs par domaine. La CSRD, la taxonomie vont nous aider en Europe au moins à créer un consensus autour des façons de mesurer certains impacts, qu'on ait un référentiel commun pour parler de la même chose parce qu'on sait bien que même si tout ne peut pas se rationaliser, avoir des références communes, c'est important. Et puis, analyser en temps réel des signaux faibles, tu l'as dit Arthur, ne pas être uniquement a posteriori, et avoir une architecture de délégation et d'escalade dans l'autre sens qui permet que la décision ne soit pas uniquement centralisée, parce qu'on sait bien que ce qui fait la performance d'une entreprise, c'est la somme d'énormément de décisions prises au plus près du terrain, prises au plus près de la variabilité, des choses comme ça. Puis dernier mot sur la gouvernance institutionnelle et opérationnelle à l'horizon 2040. Vous avez parlé des chaînes de valeur et des écosystèmes. De la même façon, il va falloir que les gouvernances intègrent ces discussions, intègrent ces périmètres et rassemblent les gens. Et à l'intérieur des entreprises, ça veut dire probablement une convergence des organes de surveillance, des conseils d'administration, des comités de parties prenantes, des comités de mission et de tout ce qui, dans un écosystème, fait qu'on est interpellé, on est régulé et on évite les biais dans les prises de décision. Merci Yoram. Alors effectivement, maintenant qu'on a dressé un peu ce panorama à 2040, je pense que le point important, c'est aussi de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au cours des dernières années. On ne part pas d'une page blanche, loin de là. Et en fait, ça peut servir d'inspiration à la fois dans les succès et dans les échecs ou le temps que ça a pris à faire. Je voudrais citer rapidement 3 types d'approches qu'on pourrait utiliser. La première, c'est tout ce qui est lié à l'empreinte carbone. On sait que c'est un des sujets les plus importants, notamment poussé par les différentes COP. Il y a tout un travail depuis plusieurs dizaines d'années pour mesurer cette empreinte carbone. On commence à avoir les outils, on commence à avoir les bases de données. Et puis, une fois qu'on a mesuré, une fois qu'on a fait ces bilans carbone, pour se mettre en mouvement dans les entreprises, on a de plus en plus d'entreprises qui adoptent des prix internes du carbone, voire même des prix externes. Et c'est intéressant de se poser la question de pourquoi ça a du sens de séparer le prix interne et le prix externe. Tous les débats de consensus sur quel est le bon prix pour cette tonne de carbone. Mais en tout cas, voilà, on voit que ça, c'est quelque chose qui, sur un certain nombre de sujets, pourrait être répliqué. Par contre, on voit aussi que ça a pris beaucoup de temps pour être mis en place. Et donc, il y a un enjeu. Si on se dit que demain, le prochain grand sujet, c'est la biodiversité, quelque part, pour être à l'heure en 2040, il faut déjà commencer ces travaux. Le deuxième exemple, je pense que c'est tout ce qui est lié à l'analyse socio-économique, c'est-à-dire le fait de dire, quand vous avez des projets de taille importante, des infrastructures, vous allez prendre en compte l'ensemble des externalités qu'ils vont avoir sur les différents acteurs, que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes d'emploi, d'émissions, de pollution, et même des choses un peu plus triviales comme le bruit ou le gain de temps. On estime que ces projets doivent prendre en compte ces impacts-là pour sortir d'une approche strictement financière et pour dire qu'il y a des projets qui sont socio-économiquement rentables pour la collectivité, qui ne le sont peut-être pas du point de vue strictement économique, du point de vue strictement privé. Donc comment on fait pour l'objectiver et le travailler? Alors ça pose des questions sur lesquelles on reviendra. La monétisation et dans un certain nombre de cas, l'arbitrage entre des options qui peuvent être un peu contradictoires. Comment vous faites pour mettre en rapport une baisse d'émissions et potentiellement une perte de biodiversité? Alors la monétisation permet un certain nombre de choses, mais derrière ça pose des problèmes assez importants. Mais en tout cas, ça offre cette dimension-là. Puis le dernier aspect, c'est tout ce qui est autour des logiques modèles et de dire, voilà, c'est des manières de travailler la causalité pour comprendre les impacts à des niveaux assez fins, à la fois au niveau global et puis redescendre sur l'ensemble des acteurs pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Ces 3 exemples, on pourrait en citer d'autres. Je pense que vous auriez beaucoup d'exemples sur tout ce qui a été KPI extra-financier, mais je pense qu'ils ont une logique commune qui est de dire que c'est des méthodologies qui prennent du temps et c'est surtout des méthodologies qui demandent des gros volumes de données. Et là, je crois qu'une des bonnes nouvelles, c'est que sur les dernières années, on a quand même une explosion des données disponibles, que ce soit des données au sein des entreprises, tout ce qui est IoT, issu des logiciels, issu des pratiques métiers, ou que ce soit en extérieur,
On a aujourd'hui de plus en plus de données publiques. Et donc, finalement, ces méthodologies qui étaient un peu gourmandes en données, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on a en face la donnée disponible pour le traiter. L'enjeu maintenant, et on y reviendra tout à l'heure, ça va être de la structurer, de l'analyser et après de l'exposer aux différents acteurs pour que ce soit utile. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous, votre opinion aujourd'hui sur l'état de l'art un peu en tant que... Voilà, vous y êtes confronté tous les jours. Le groupe publie une DPEF depuis 2017, donc en effet la France est au moins un temps d'avance sur ces réflexions. Mais, et je dois le dire, la DPEF, comme Yoram l'a signalé, une fois par an, pour la mise en action, on fait mieux. Donc nous, on aborde la CSRD, on a vraiment abordé l'exercice de la CSRD puisqu'on est éligible à la CSRD dès l'année 24, comme vraiment un exercice où on passait quelque part d'une déclaration au pilotage. Ce qui est clé, c'est en effet d'avoir les données, de se poser les bonnes questions, de mesurer, et dès qu'on mesure, en tout cas c'est le point de vue de la financière, et c'est pour ça que le rôle de la finance commence avec les équipes RSE à apporter ce savoir et ce savoir-faire quelque part du pilotage de la performance. Alors cette fois, il est extra-financier plutôt que financier, mais là on est dans un moment de bascule où on s'aperçoit en effet que si le travail est bien fait, c'est-à-dire notamment la première étape de la CSRD, qui est cette double matérialité, c'est la mesure des enjeux et des impacts, qui est le sujet stratégique du sujet. Il faut arrêter de parler reporting, c'est d'abord un sujet de repositionnement et de recompréhension de ces impacts et des risques et de la résilience du business. Et une fois qu'on a posé ça, on a en effet des jeux d'indicateurs. Alors c'est vrai que la CSRD nous en propose beaucoup. Nous, on publié une centaine d'indicateurs dans la DPEF. On est aujourd'hui en train de se poser la question de publier entre 150 et 160 indicateurs. Est-ce qu'en 2040, on gardera les 160 indicateurs ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut écrire des tartines sur les sujets ? Néanmoins, je pense que c'est un passage obligé. Il faut qu'on recomprenne très précisément comment on fait le business, avec quoi on fait le business et quels sont nos impacts et quels sont les risques. Donc il y a un passage oublié, il est un peu douloureux, mais il faut savoir rentrer dedans pour retirer la partie purement stratégique. Alors les données, elles existent, mais elles sont, en entreprise, elles sont quand même pas très partielles. On a encore beaucoup de problèmes de collecte de données. Après, par contre, pour revenir au carbone, c'est vrai que les ABAC, c'est-à-dire de passer de la conso au carbone, commence à être un exercice un peu plus facile. Mais il faut beaucoup de rigueur comptable, quelque part, pour gérer des estimés, pour gérer les méthodologies carbone. Et ça, pareil, ça demande un petit peu de rigueur que les financiers ont réussi à développer. Donc il y a un moment de bascule, un très fort investissement, et de tout le monde. Évidemment, la technicité, quelque part, sort des équipes RSE pour venir irriguer l'entreprise. Et puis, on l'a signalé, c'est un sujet de gouvernance, c'est-à-dire il faut vraiment que ça parte aussi du haut. Il faut que la stratégie RSE soit portée au plus haut niveau de l'entreprise pour commencer, à un moment donné, à se fixer des bons objectifs, des bonnes directions, et puis là, après, laisser les équipes opérationnelles piloter. Et quand on est dans le physique ou dans le très opérationnel, je crois que ça permet aussi une délégation sur le terrain aux opérateurs de terrain, parce que autant ils ne sont pas forcément à même de gérer les ressources financières et les allocations parce qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Par contre, quand on demande à gérer des priorités ou des plans d'action et que ça revient sur le terrain, je pense que là, il y a aussi un moyen de réengager les collaborateurs sur des sujets très concrets. Donc complexité, mais il faut y aller. Enfin, moi, je suis une forte supportrice de la démarche. Cette démarche CSRD, elle est lourde d'un côté, mais très intelligente, puisqu'elle parle diagnostic, enjeux, risques, politique, stratégie, plan d'action et évidemment mesure. Et on rentre dans un processus très très vertueux de réflexion. Bon, après... Sur le disclosure, il y a peut-être probablement des choses un peu. Il y a une taille, une taille de l'information à écrire qui est pour moi encore un peu lourde, ce qui génère là cette espèce de rejet d'une partie du corps économique. Je suis présidente du groupe RSE de la DFCG, l'association des directeurs financiers et de contrôleurs de gestion.
Et l'association œuvre beaucoup pour dire non, mais pas de panique, on va y arriver, vous allez prendre le sujet, on va vous accompagner. Et il faut, notamment les financiers, alors dans les grands groupes, il y a des services divers qui traitent des sujets. Dans la PME et l'ETI, c'est le directeur financier qui va sûrement récupérer à la fois la contrainte réglementaire et on essaye de leur dire non, il faut essayer de présenter le sujet avec les opérationnels. Réengagez-vous avec votre directeur de la production, avec le directeur environnement s'il existe et avec votre direction générale et essayez de retrouver les quelques enjeux clés sur lesquels il y a du gagnant-gagnant, à la fois pour l'actionnaire qui est peut-être familial, mais aussi par rapport aux parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Et donc, je pense qu'il y a un pari à faire, qu'on créera de la valeur collective à s'engager dans ce type de démarche. Sous la contrainte, mais je crois qu'on n'aurait pas bougé sans la contrainte. En tout cas, pas assez vite. Merci. Jérôme, ton regard sur ça, sur cet engagement sous la contrainte? Oui, alors quels sont les progrès aujourd'hui? Je pense qu'il y a des progrès certains, et Valérie vient de nous parler de l'accélération liée à la CSRD de manière très pratique chez Assosystème et plus largement dans la communauté des directeurs financiers. Je pense que les progrès, ils sont certains, l'intégration des stratégies RSE dans les stratégies tout court, ces mises en place normatives et finalement une logique normative qui accélère l'évolution des comportements des agents économiques, même si c'est effectivement douloureux et il y a quelques vents contraires pour alléger ces contraintes, on le voit bien tous les jours. Mais pour l'instant, c'est passé en France, la directive est passée dans la loi. Voilà, et finalement l'Union européenne et les FRAG tiennent bon aujourd'hui, mais on n'a pas fini d'en parler. Je vois aussi des indicateurs qui passent aussi dans les incentives et les rémunérations des dirigeants, dans les ordres du jour des conseils d'administration et des comités de direction. Peut-être aussi un zoom, puisque je parlais des actifs immatériels, sur de plus en plus d'entreprises qui s'occupent bien, qui mesurent bien leurs actifs immatériels et qui le font savoir. Et par exemple, la semaine dernière, mercredi, on avait la 4e cérémonie de remise des trophées de l'immatériel, donc en partenariat entre l'Observatoire de l'immatériel, Apicil Asset Management, Etifinance, Scopai, BPI France et Ginkgo Ratings. Et un certain nombre d'entreprises ont été primées, comme Edenred, nouveau venu au CAC 40, une société qui s'appelle OB, qui est une ETI dans les services numériques, Innovafeed, qui est une société qui fait de l'élevage d'insectes, ou Ascendance Flight Technology, qui est sur l'avion électrique ou l'avion hybride, et Sparring Vision, qui est sur des traitements médecine génomique pour les maladies de la rétine. Et dans la catégorie club de foot professionnel, le Paris Saint-Germain a été primé. Donc ça concerne bien tout le monde. Alors ceci dit, les progrès sont lents. L'économie de la mort, comme l'appelle Jacques Attali, donc tout ce qui est hydrocarbures, charbon, armement, drogue, esclavage moderne, se fiche, je pense, royalement de ce qu'on est en train de discuter là maintenant. Et je regardais lors d'un congrès qui a eu lieu fin novembre, le Global Peter Drucker Forum à Vienne, et oui, ça existe, où il y avait un professeur espagnol, Antonio Nieto Rodriguez, qui disait « Mon sentiment est que ce 21e siècle fonctionne avec les outils du 20e siècle et avec les organisations du 19e siècle. » Et donc, c'est pas complètement faux encore. Donc voilà, donc c'est un peu le... alors pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons au fait que les progrès sont lents. Il y a des biais cognitifs. Par exemple, Jean Tirole en parle énormément. On veut bien croire ce qu'on veut croire, en fait, et on continue il continue à y avoir des dissonances cognitives et des aveuglements des dirigeants qui sont liés soit à la recherche du profit, au maintien du pouvoir, une forme d'urgence, parfois à des nationalismes économiques. Donc un aveuglement. Il y a parfois aussi un manque d'approche globale, systémique et penser la complexité. D'aucuns se sont élevés en disant, émis l'idée que nous nous focalisions beaucoup sur le E de ESG et un petit peu moins sur le S et le G. Et pourtant, il faut traiter ça d'un seul et même mouvement et avoir une approche globale. Il y a des effets générationnels aussi, avec des plus anciens et des seniors qui souhaitent laisser une trace pour les générations futures, parfois de manière un peu timide, et puis des jeunes générations qui prennent le manche, mais pas toujours, comme le montre une enquête qui a été faite récemment par KEA
Pignonnet sur le lien entre les jeunes et le travail. Et puis, l'appel à la fonction finance-gestion, effectivement, qui prend le relais de ces data, de ces indicateurs, avec beaucoup de puissance. C'est une fonction qui est installée, qui a une très forte légitimité dans les organisations, en partenariat avec la direction RSE, avec les achats et les autres fonctions. Je me permets peut-être un point de remarque ou de nuance. C'est une fonction qui s'est beaucoup bâtie sur des principes de prudence, sur des principes de rigueur, mais qui ne permet pas toujours d'aller un cran plus loin sur la notion d'opportunité et sur les externalités positives, et qui est peut-être parfois très focalisée sur la maîtrise des externalités négatives, et donc ça doit être un point d'attention. Enfin, je soumets ça peut-être au débat plus tard. Entièrement d'accord. Alors, pour dire d'où on part, et quand même il y a des bonnes nouvelles, Valérie l'a dit, oui, la contrainte, et moi je rencontre tous les jours à la fois des financiers et des gens de RSE qui disent oui, ça va être une étape un peu difficile, mais ça re-questionne, et un peu de contrainte et un peu de normalisation qui fait que tout le monde parle d'une même voix et que les gens honnêtes et sérieux en fait, sont mis à égalité avec ceux qui faisaient beaucoup de communication sur des réalités moins reluisantes. Donc, au final, ça va dans le bon sens, ça va être un peu lourd. Cet été, la Commission européenne a un tout petit peu allégé la vitesse, mais on peut dire que ce qui est intéressant, c'est la direction est claire. On voit dans quelle direction on va. C'est des normes, aussi bien la taxonomie que la CSRD, qui sont déjà annoncées comme évolutives avec des bilans réguliers. Et donc, on peut penser que d'ici 2040, ça va nous aider à avoir un référentiel commun. La comptabilité s'est créée en peut-être 400, 500, 600 ans. Les normes mondiales ont mis quelques dizaines d'années. Là, on a une urgence et on va plus vite. Voilà, c'est une décade. Et on va devoir prendre des décisions avant que tout ça soit stabilisé. Parce qu'on voit bien que si on attend la nuit de 2049 pour devenir net zéro, on aura largement explosé notre budget carbone. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. On voit bien des limites. Par exemple, la taxonomie, si on est juste avant la norme, on n'est pas dans la bonne case. Donc, passer de marron foncé à marron clair n'est pas complètement incité pour les investisseurs financiers. Ça doit évoluer, c'est clair. Et on voit bien que les choses vont s'y mettre. Mais c'est quand même une bonne chose. Alors, il y a aussi une question, Jérôme l'a un peu évoqué en creux, presque d'idéologie ou de philosophie de c'est quoi le rôle d'une entreprise. Et je voudrais souligner que, en tant que partisan convaincu de la double matérialité, on parle beaucoup de la matérialité de l'impact, on parle beaucoup de l'inside out et de l'impact et de recomprendre le modèle d'une entreprise, comment elle joue sur les limites planétaires, les planchers sociaux. Mais il faut aussi regarder la matérialité financière. Aujourd'hui, les dirigeants, ils ont été sélectionnés et éduqués dans un monde où le réflexe financier est important. Et de temps en temps, même si du point de vue financier, ce n'est pas complètement juste, parler de value at risk, c'est intéressant. Quand on commence à interpeller dans le tourisme une industrie en disant quelle est votre dépendance à un prix de carbone sur les vols intérieurs ou sur les vols européens, ça fait réfléchir les gens. D'un seul coup, on sent qu'ils se disent non, ce n'est pas juste pour faire le bien, ça peut aussi m'impacter, ça peut aussi changer mon business model de façon assez structurelle et simplement dans une bonne logique économique, comment je me prépare à ce risque et comment je vais prendre ces décisions-là. On voit cet écart entre la matérialité financière avec les organismes de normalisation. On nous pose aussi souvent la question de que fait l'Asie dans tout ça. Et l'Asie est très hétérogène. On voit Singapour et l'Australie qui bougent un peu plus. On voit la Chine qui n'a pas beaucoup d'obligations à part sur les industries polluantes. Et c'est en train de bouger. Et donc, comme le disent certains, le pari qu'on fait en Europe, c'est un pari presque pascalien de dire faisons-le, ça augmente les chances que le monde y aille, ça ne peut pas les réduire. Évidemment, ça va être un peu plus lourd. Évidemment, il va y avoir des questions de compétitivité et de débat dans certaines zones, mais en tous les cas, il faut s'en occuper. Alors, une fois qu'on s'est dit d'où est-ce qu'on part, finalement, quel chemin pour avancer tous dans cette direction-là. Donc, on a parlé de nouveaux indicateurs. C'est important. Il faut les apprendre. Il faut que dans les entreprises, on apprenne à en discuter, à les manipuler. Il faut que les réflexes se créent là-dessus. Ça va prendre du temps. La CSRD notamment, mais aussi, je dirais, la culture externe, font qu'on doit dire ce qu'on va faire et mesurer ce qu'on a fait. Et ça s'est fait dans le domaine financier. Sur, je dirais, une trentaine d'années, la Comfi est devenue presque une science exacte. Et les analystes financiers ont appris à décortiquer les annonces, les indicateurs avancés. Demain, les analystes de la performance et de la valeur globale, ils vont aussi apprendre à challenger et à parler d'indicateurs physiques.
avec les entreprises. Donc on va voir des choses intéressantes, je pense, arriver. Et puis tout ça, ça s'inscrit quand même dans une vision du monde entre ceux qui parient sur le technosolutionnisme et ceux qui se disent qu'on va dans un monde de sobriété. Les stratégies long terme d'entreprise ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand on fait des investissements dans les infrastructures, ils seront là en 2050. Ils seront là en 2050. Donc les dimensionnements, par exemple, se choisissent en ayant implicitement un scénario, par exemple, de croissance des déplacements ou de changement des déplacements, ou des choses dans ce type. Alors, excluons les scénarios de chaos en espérant que le fait de faire le pari sur des belles solutions va nous en protéger. Dans tous les cas, implicitement, on s'inscrit dans le long terme. Donc c'est important d'en parler. Et donc il y a une côté data qui est essentiel pour informer les choix, mais il y a aussi un côté organisation de la prise de décision, organisation des projections. Nous, on le voit dans les projets de prospective, se dire quels sont les scénarios plausibles dans lesquels mon entreprise va évoluer, quels sont les marqueurs, sur quoi je fais les paris, c'est essentiel. Et puis parce que c'est un peu mon dada, je voudrais parler d'organisation et de gouvernance. Moi, ce que je constate, c'est que les entreprises qui s'y mettent sérieusement, en fait, c'est extrêmement fédérateur pour les fonctions transverses, les fonctions corporate. Ça fait que la stratégie, la finance, la RSE, les RH, beaucoup, se parlent. La première motivation des chefs d'entreprise à y aller, c'est d'attirer les talents, de les engager et de les retenir parce que l'entreprise se préoccupe du futur. Donc faire travailler ensemble ces fonctions pour se dire qui va faire quoi demain, lâcher un peu de pouvoir sur certaines choses, partager sa technicité, amener sa technicité sur les boucles de pilotage, c'est important. Et puis on ne part pas de zéro. Vous l'avez dit, il y a des entreprises qui font des DPEF très sérieuses avec des vrais engagements depuis des années, qui ont commencé à se faire des plans d'action sur le carbone évidemment, mais sur l'eau de plus en plus, sur le social, les secteurs comme le luxe ou toutes les fabrications qui ont des chaînes de valeur extrêmement longues s'intéressent à leurs devoirs de vigilance et à leurs obligations, et ça ne va faire que s'accentuer, et c'est extrêmement bien. Et je dois dire que moi je suis fier en tant qu'Européen que l'Europe soit à la pointe de ce combat-là. On l'a vu dans les obligations vertes, on l'a vu sur les choses plus sophistiquées qu'évoquait Arthur, sur les modèles socio-économiques et les contrats à impact social. Le fait que des parties tierces puissent financer, prendre le risque, le porter, le temps que l'impact arrive. Et puis il y a quand même déjà beaucoup de normalisation sur les indicateurs. On peut penser à GRI ou aux ESRS. Il y a des gens qui travaillent pour créer des référentiels communs. Donc il faut y aller, il faut plonger. Il y a une période un peu déstabilisante pour certains acteurs, mais ça va dans le bon sens et c'est extrêmement motivant pour les équipes qui s'y mettent. Merci Yoram. Alors moi, si je fais le pont sur la data, vous disiez tout à l'heure, elle est encore un peu morcelée, elle est un peu éclatée au sein des organisations, et c'est vrai que ce n'est pas de la donnée financière. Mais en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, on a mis 400 ans pour construire cette donnée financière et aussi la manière de la faire remonter. Donc il y a un véritable enjeu là-dessus parce qu'elle est de nature très différente. On va aller chercher de la donnée d'IoT pour mesurer la performance industrielle. On va aller chercher des données issues directement des systèmes d'information. On va essayer de réengager les collaborateurs sur cela. Donc tous ces sujets de données internes. Et puis il va falloir croiser ça avec de l'externe. Aujourd'hui, si vous voulez réfléchir sur le réchauffement climatique, sur les enjeux de transformation liés à l'eau par exemple, c'est très difficile de le faire sans données externes. Et de ce point de vue-là, tout le travail qui est fait autour de l'open data est absolument nécessaire. N'importe quelle entreprise aujourd'hui peut récupérer les données du GIEC et se dire, voilà, quelle va être la situation en termes de température sur mon territoire, chez mes clients, à des horizons assez lointains, avec des scénarios extrêmement variés. Donc il y a un vrai travail et en fait, notre conviction, c'est que ça va devenir demain un des sujets clés pour les Chief Data Officers. Au même titre qu'on va leur demander des cas d'usage sur la performance, sur le modèle économique, on va aussi leur demander de travailler sur ce sujet de l'extra-financier et de tous les enjeux d'impact. Et ça se fera en fait à chaque niveau, à mon sens, de la chaîne de valeur. En amont, il va falloir collecter cette donnée, la structurer, la qualifier, montrer que c'est de la donnée de bonne qualité. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, il va y avoir des enjeux d'audit. Et donc quelque part, à un moment, quand les chiffres vont sortir, il va falloir être capable de montrer qu'on respecte les meilleurs standards, qu'on a pris des données qui sont certifiées de bonne qualité. Au cœur même du réacteur, il va y avoir des enjeux de modélisation. On a aujourd'hui un peu de reporting, mais je pense que demain, l'avenir, c'est de dire on est capable sur n'importe quel projet de comprendre l'impact carbone, l'impact social, de proposer des arbitrages entre ces différents impacts, même si ce n'est pas au Chief Data Officer finalement
résoudre ces questions. Mais voilà, tout cet enjeu de modélisation et de modélisation extrêmement poussé, et avec des méthodologies à construire au sein des filières pour raisonner à l'échelle des filières et pas uniquement de l'entreprise. Ça, ce sera aussi au cœur du réacteur. Puis il y aura un dernier aspect qui est comment on expose ces données, comment on expose ces résultats une fois qu'on les a calculés. Il y a un enjeu de le faire remonter au plus haut niveau parce que cette gouvernance, elle doit être portée au plus haut niveau. Mais il y a un enjeu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de le faire redescendre à l'ensemble des opérationnels parce que fondamentalement, on est en train de toucher des sujets qui vont concerner l'ensemble des acteurs à tous les niveaux de la chaîne de l'entreprise. Et donc là, pour les CDO, il y a une vraie question de comment je retransmets l'information, comment je retransmets ces KPI en temps réel. Et ça va être une question absolument fondamentale pour eux. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est des problématiques auxquelles ils sont déjà confrontés sur d'autres thématiques. Que la donnée soit éclatée, pas encore structurée, c'est finalement le quotidien d'un CTO. La question, c'est quelle stratégie data on met en place sur ces sujets-là, comment on fait en sorte que au sein des programmes data, ce sujet devienne un des sujets prioritaires, et je pense qu'il va l'être d'autant plus que du fait des effets de filière et de scope, les entreprises vont devoir de plus en plus fournir ces données, soit à leurs fournisseurs, soit à leurs clients, parce qu'elles font partie de cette chaîne de valeur. Et au sein de ça, je pense qu'il y a un sujet que les Chief Data Officers auquel ils vont être confrontés, mais sans pouvoir trancher, c'est celle de la monétisation. On en a un peu parlé. C'est de se dire, ben voilà, on a mesuré ces impacts, quel prix on met là-dessus, et j'ai envie de dire, c'est un peu la limite pour le Chief Data Officer. Il y a besoin qu'il y ait un consensus pour le prix, lui, il va l'appliquer, et donc ça pose un peu cette question de comment on fait cette monétisation. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est finalement inévitable, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? On l'a un peu évoqué, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur ce sujet de monétisation. On revient au sujet de la valorisation de l'immatériel. Alors, j'ai un peu de mal à me projeter là pour le coup en 2040, mais le seul moyen, je pense, le seul moyen à un moment donné de faire basculer notamment le monde financier, les investisseurs, c'est qu'il va falloir quand même essayer de trouver une équation économique à tout ça. Donc plus on travaillera sur les sujets de valorisation des externalités positives et négatives, plus on arrivera à mettre une valeur, même si on ne fait pas tout de suite de la comptabilité, on arrivera à mieux discuter avec les investisseurs, les prises de décision d'allocation pour la transition seront aisées. Donc il faut faire ce travail de valorisation. Aujourd'hui, il y a énormément, quand on parle du social notamment, il y a du coût positif, mais aussi beaucoup de coûts cachés. On peut mettre des valeurs. J'exemplifiais avec 2 exemples comment on avait traduit, on était passé du physique au financier ou du financier au physique pour prendre nos décisions. Ça, il faut le multiplier sur 15, 20, 30, 70 sujets. Et il faut qu'on sache passer de l'un à l'autre. Quand vous parliez d'un prix carbone, moi je suis absolument pour, je suis en train de mettre l'usage d'un prix carbone en interne. Ça aide à la décision, ça aide à un moment donné dans les critères de choix dans une RFP. Entre le prix plus le prix carbone, c'est une notion de prix. Donc on voit que le langage commun aujourd'hui, il est quand même très, très monétisé. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions pour mettre une valeur. Après, il y aura beaucoup de débats sur on le met dans le bilan, pas dans le bilan. Il y aura un bilan comptable financier, puis il y aura un bilan extra-financier, mais il va falloir y aller. J'en ai une conviction intime. Et donc comment on va valoriser la data physique et on va lui donner sa traduction. Et c'est vrai que là, les Chief Data Officers ou ceux qui réfléchissent au nouveau système d'information ont un vrai challenge parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur le marché et il faut réinventer complètement la manière de suivre cette performance dite globale. Merci. Jérôme, si on conclut. Oui, peut-être, je voulais faire un petit pas de côté et insister sur le fait que derrière les indicateurs, il y a aussi une certaine vision du monde, c'est-à-dire que, et notamment sur les indicateurs sociaux. C'est-à-dire que, en fait, un indicateur, c'est un moyen au service d'une finalité, et on vient de parler de la monétisation.
La difficulté qu'on a peut-être eue au cours des 40 dernières années, c'est qu'un moyen devienne une fin, ou parfois quelque chose qui sert à la spéculation ou la captation de richesse par certains. Donc peut-être qu'il faudra passer par cette monétisation, mais tout en ne répliquant pas les erreurs du passé sur la financiarisation de l'économie. Si j'illustre mon propos sur ces visions du monde et en insistant sur le fait que toutes les visions ne se valent pas, il faut assumer qu'il y en a peut-être certaines qui sont meilleures que d'autres. Je ne tranche pas sur le fait qu'il y ait des valeurs universelles, mais quand Kea a été labellisé Bicorp, nous avons répondu à un questionnaire, le questionnaire auquel répondent toutes les entreprises Bicorp. C'est un questionnaire qui vient d'outre-Atlantique, avec beaucoup de rubriques. Il y a des rubriques sur les collaborateurs et collaboratrices et les effectifs. Il est demandé quelle est la proportion des effectifs qui ont telle origine, telle religion, telle origine ethnique, tel genre, etc. On comprend assez vite que pour nous, en France, en tout cas en Europe continentale, ce type d'information est très encadré, voire illégal, et que outre-Atlantique, on est dans une autre forme de conception des choses, et tout ça est tout à fait accepté avec les bienfaits et les dérives que ça peut avoir auxquels on constate. Peut-être quelques pistes pour raviver l'esprit par les indicateurs, si j'emprunte ça à François Julien. Un, c'est inventer et imposer ses propres indicateurs, faire en sorte qu'ils ne soient pas des indicateurs qui sont inventés par d'autres. Alors certes, il y a la CSRD, mais tous les grands organismes, les GAFAM, peuvent, et via la Big Data, imposer des datas. Il faut que les entreprises comprennent quelle est leur singularité et mettent en avant des indicateurs qui vont. Faire de l'unité monétaire un vecteur de mesure et de comparabilité dans le temps et dans l'espace, mais en veillant à ce que ce soit un moyen parmi d'autres et non une finalité. Travailler aussi à varier les indicateurs en permanence, ça c'est quasiment de la bonne pratique. Éviter les fameux indicateurs pastèques, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, et donc les faire varier en permanence. Travailler sur les indicateurs d'effort, comme le disait Arthur tout à l'heure, et les indicateurs de transformation, et pas que les indicateurs de résultats. Explorer aussi les indices, c'est-à-dire les potentiels de situation, les proportions, les choses qui ne sont pas encore des indicateurs, mais qui vont le devenir peut-être. Faire évoluer les formats aussi, faire appel parfois à l'expérientiel, aux émotions, à l'intuition dans ce travail sur les indicateurs, même si ça peut paraître iconoclaste. Mieux enseigner l'éthique. Je pense qu'on a encore un angle mort dans nos formations. Plus on ira vers des indicateurs multidimensionnels, plus on aura besoin d'éthique. Et là, il y a tout un chantier, apprendre à être vigilant et à apprendre à réfléchir. Et puis, peut-être un point, c'est anticiper et annihiler ce que j'appellerais la rétro-responsabilité. C'est quoi la rétro-responsabilité? C'est le fait, c'est la responsabilité future des décideurs pour des choses qu'on n'a pas encore conscientisées, qu'on n'a pas encore mesurées, mais qui demain engageront la responsabilité des décideurs parce que la science aura évolué, les indicateurs ont évolué. Il faut anticiper cette rétro-responsabilité qui peut annihiler l'action aujourd'hui. Voilà, donc il faut bâtir des indicateurs qui régénèrent le sens, la confiance et l'engagement de l'ensemble des acteurs autour de l'entreprise, la création de valeur. Merci beaucoup Jérôme. Merci à tous. Alors si j'essaye de résumer les principaux messages, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le premier, c'est que finalement, ces indicateurs, pour la plupart, il y en a beaucoup qui sont déjà là. Donc il faut s'en emparer, il faut les structurer. Le deuxième, c'est que, pour reprendre l'expression de Yoram quand on a préparé, il va falloir s'y mettre. Oui, la CSRD peut faire peur, mais vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de raison, ça va demander du travail, de l'implication de tous. Il va falloir fédérer les différents acteurs, mais quelque part, il faut y aller maintenant et c'est un des enjeux. Le dernier aspect, vous l'avez évoqué, Jérôme et Yoram, à des moments divers de vos interventions, c'est comment on gère cette question de la multidimensionnalité. Tu parlais un peu d'éthique. En bon économiste, on aurait nous tendance à réfléchir aussi aux incitations des différents acteurs, essayer de les mettre à jour pour essayer de comprendre, en tout cas, cette question de comment on va gérer des objectifs multidimensionnels, parfois contradictoires, parfois alignés. Ça va être une des grandes questions autour de ces indicateurs de performance et autour des actions qu'on va mettre en place. Les indicateurs vont permettre de comprendre et d'objectiver ces chemins différents, mais évidemment, ils ne vont pas résoudre ces conflits qui peuvent exister. Et donc, la question, c'est comment on les dépasse et comment on avance. L'éthique est probablement une des réponses.
le mapping des incitations des uns et des autres pour le comprendre en est une autre, pas contradictoire d'ailleurs. Et voilà, c'est bien cet enjeu-là qui va devenir aussi très, très important. On arrive au terme de ce webinaire. Alors, si on prend les questions dans le chat, et vous pouvez encore en poser pendant les 5 minutes qui nous restent, la première, c'est on a été très optimiste dans les scénarios qu'on a envisagés, puisque c'est le thème du webinaire. Qu'est-ce qui se passe si on rentre dans des scénarios moins optimistes à l'horizon 2040 ? Ouais, alors on s'est un petit peu livré à l'exercice, ça vaut ce que ça vaut sur les scénarios. 4 scénarios, juste pour lancer la discussion. Le premier qu'on a appelé Winner Takes All, qui est en fait la captation des datas par un petit nombre d'acteurs économiques. Donc on a en ligne de mire par exemple les GAFAM. Donc c'est beaucoup de technologies et finalement de nouveaux standards qui sont imposés. Et la difficulté finalement aux acteurs de sortir et de faire valoir leur singularité. Ça c'est le premier. Donc une forte motricité, mais on voit bien les écueils de cette concentration du pouvoir sur quelques acteurs. Le deuxième, balance transformation ou plus démocratique. Donc là, c'est finalement une responsabilité plus assumée, où là, la donnée est bien manipulée par chacun des acteurs économiques. Il y a une régulation qui se fait, une régulation plus démocratique de ces données et des normes. Et on a finalement évité à ce qu'il y ait certains acteurs qui puissent en capter cette valeur. Un autre scénario autour de l'avènement et du poids des experts, finalement. Donc là, on est dans quelque chose, un scénario assez kafkaïen, où là, ce sont les normalisateurs, les experts qui ont pris la main, et finalement qui ont pris la main sur les politiques. Et donc on est ce qu'on voulait vertueux comme déclencheur de nouveaux comportements, finalement se retourne un peu contre nous, et on est dans toujours plus de normes. Voilà, c'est un scénario extrémisé. Et puis un dernier scénario, de manière un petit peu caustique, on a appelé Contacracy ou Finance Strikes Back. Mais finalement, c'est la finance qui prend la main sur ces données, avec la monétisation qui permet justement de faire le pont entre le financier et l'extra-financier, mais avec les dérives que ça peut engendrer, et aussi des dérives autour de la spéculation, y compris sur des données de durabilité, comme il faut les appeler maintenant. Voilà, donc 4 scénarios, chacun fait son choix. C'est vraisemblablement un scénario hybride et composite que nous connaîtrons, mais on voit bien les dangers. Et puis il y a au centre le fait que ça reste un sujet qui soit débattu, et on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes lignes de conduite. Yoram nous parlait de l'Asie tout à l'heure, où finalement on a beaucoup de mal à lire le jeu, ne serait-ce que de la Chine, sur ces questions-là. Merci. Je ne sais pas si on a encore du temps pour une question. Bon, on va en prendre une. On a un peu parlé rapidement de multicapitaux. Et il y a des questions sur, derrière, les notions de capital naturel, de différenciation des sources de données en fonction de leur degré de fiabilité. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Est-ce qu'en 1 minute, vous pourriez résumer un peu l'état de l'art ? Alors, pas vraiment moi. Enfin, ce que je peux vous dire, il y a 3 ans, quand on a commencé à me parler de ça, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je voyais pas. Enfin, je voyais très bien l'approche un peu théorique, mais je voyais pas comment moi, en tant que praticienne, j'allais pouvoir développer. Plus je réfléchis et plus on discute indicateurs et modèles d'affaires, à un moment donné, on voit bien que la comptabilité aujourd'hui ne prend pas un certain nombre d'éléments, et il y a une urgence à réfléchir ces sujets-là. Donc moi, je suis maintenant totalement convaincue que la comptabilité va évoluer, s'enrichir, et qu'il y aura une nouvelle approche pour valoriser les externalités négatives, et je rejoins le propos de Jérôme. Je pense qu'il faut, en tant que financier, on a tendance à regarder plutôt l'approche par les risques et la prudence
et provisionner le négatif que le positif. D'ailleurs, la compta nous interdit de provisionner un futur positif. Il va falloir travailler sur ces sujets-là, et c'est un sujet absolument passionnant. Alors, le monde académique fait d'énormes avancées sur ces sujets. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de praticiens qui s'investissent sur la thématique. C'est un moment long. Je pense qu'il faut passer d'abord par la compréhension du monde, pour le coup physique au sens scientifique du terme. Et dans 4-5 ans, il y a des mouvements, des essais, des use cases qui vont apparaître et qui seront déployés dans les entreprises. Là, on est encore dans un monde un petit peu instable. Et honnêtement, en tant que financier, si vous ne passez pas par les indicateurs de performance opérationnelle, sociaux ou climatiques, c'est pas la peine de commencer à réfléchir comptabilité écologique. Enfin, il y a un moment d'apprentissage très long. Moi, ça fait 3-4 ans, notamment via la fonction achat, que je m'intéresse au problème du carbone. Je commence à savoir de quoi je parle. Il va falloir ramener tout un ensemble de métiers dans l'entreprise à un niveau de connaissance pour commencer après à extrapoler et travailler sur des systèmes plus pertinents. Moi, je voudrais rebondir là-dessus et reprendre ce que disait Jérôme sur l'éthique, c'est que je pense qu'il faut commencer par éliminer des choses ou choisir des choses pour des raisons éthiques. On voit ce que la Commission européenne est en train de faire sur l'IA en disant certains sujets, c'est juste pas acceptable. Et puis une fois qu'on a éliminé et qu'on est dans un environnement de choses où on doit interclasser les sujets, là, avoir des chiffres, avoir une compréhension fine des indicateurs, fédérer les choses et les monétiser, c'est quand même une bonne manière de simplifier le problème pour prendre des décisions. Mais commençons par enlever, avec une compréhension fine, physique, de l'éthique, du social et de l'environnement, ce qu'on décide d'arrêter de faire pour pouvoir être dans un environnement où on est tous confortables pour avancer. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui et merci aux équipes de Kea. Le prochain séminaire qui aura lieu, le prochain webinaire qui aura lieu tout à l'heure, ce sera sur l'habitabilité des territoires de 18h à 19h. Et n'oubliez pas que FutureUp, c'est aujourd'hui que ça se passe. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Les raisons d'espérer pour agir. FutureUp.